Lionel Maltese, je suis un des organisateurs de l'Open 13, je coiffe pas mal de choses, mais je conseille le directeur du tournoi sur l'évolution du tournoi, on va dire ça comme ça. Et je suis là depuis 32 ans, puisque j'ai été ramasseur de balles dans le tournoi. Lionel, qui de Grigor, Murray, Gasquet, Humbert ou Chapovalov fait vendre le plus de billets sur cette édition 2024? Les Français, les meilleurs Français, les Français aussi qui ont performé, mais clairement les Français. Après, Grigor est très apprécié ici, il est venu quelques fois. Donc voilà, après, Hubert Hurkacz a gagné l'année dernière, il revient. Bien entendu, quand on a des top 5, des top 15, des top 10, ça intéresse, mais les Français en priorité. Et l'année dernière avec Arthur Fils, mais bon voilà, Joe Tsonga par exemple a beaucoup attiré ici, et encore plus quand il y a un Français qui est du cru. Arnaud Clément qui a gagné le tournoi, Sébastien Grosjean qui est arrivé en finale, ou Guy Forget à l'époque. Mais voilà, les Français, clairement, ce sont eux qui attirent le plus. Alors, la billetterie, il faut la découper. C'est-à-dire qu'il y a une billetterie qui est achetée par des partenaires et une billetterie qui est directement achetée par le grand public. Donc ici, c'est un tournoi qui est très accessible. Et donc, il y a le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la FFT, BNP Paribas, la ville de Marseille, la métropole, etc., qui disposent d'un certain nombre de billets et qui permettent à des populations comme les clubs de tennis, les associations, les écoles, etc., de pouvoir voir le tennis de près, de très haut niveau. Donc globalement, la billetterie, elle pèse à peu près une dizaine ou une quinzaine de pourcents du chiffre d'affaires global, sur entre 5 et 5 millions d'euros, 5 et 5 millions 5 d'euros de chiffre d'affaires. Mais il y a beaucoup de billets qui sont achetés par les collectivités et par les entreprises pour pouvoir faire bénéficier d'invitations, et pas que d'invitations auprès de VIP, mais également avec des populations qui viennent profiter du tournoi et qui ne pourraient pas le faire sans ces invitations-là. Donc c'est quoi? C'est 50 000 euros de revenus à peu près la billetterie? Non, c'est plus que ça. C'est 5%. ouais, non, c'est entre 10 et 15% sur 5 millions, 5 millions 5 millions. Donc voilà, donc ça va à 500 000 euros à peu près de revenus au global sur la billetterie sur la semaine. Bien entendu que s'il y a un Français qui va au bout, etc., ça attire beaucoup plus sur des soirées ou sur les week-ends. Mais on est déjà pratiquement sold out sur les week-ends comme l'ont été les autres tournois. Je pense que comme ça, à vue d'œil, ça sera notre meilleure année en billetterie. En billetterie VIP, on est toujours rempli, on est sold out quasiment tout le temps. Le Palais des Sports est aussi pas très très grand, c'est une arena qui est pas la plus grande arena de France. Tu as à peu près 4200 places en grand public, maximum, mais avec des endroits qui sont où on ne peut pas voir parce qu'on a mis des caméras, ou des endroits où on a travaillé pour mettre par exemple des commentateurs télé, etc. Donc un peu moins. Voilà, et on arrive à faire 2000 places VIP par session. Donc on a une session de soirée, une session de journée. Disons que ça dépend des résultats de l'ATP, puisqu'on a ce qu'on appelle des rebates de l'ATP sur les résultats globaux des partenariats. C'est quoi rebate? Rebate, ça veut dire que l'ATP redonne des résultats de droits télé, de paris en ligne, aussi de partenariats qui peuvent être signés sur l'ensemble des tournois, qui sont redonnés aux joueurs et aux tournois. Donc ça dépend de ce niveau-là. Comme on est un tournoi qui est au début de la saison, on ne peut pas le savoir, c'est à la fin de saison que l'on sait. Et donc ça va être entre 5 millions et 5 millions 5 en fonction des rebates. Donc, ça c'est le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires. C'est pas le budget. Le budget, il est quasiment à 5 millions. Ça dépend aussi des travaux qu'on a à faire. Par exemple, cette année, on a dû faire beaucoup de travaux avec la ville. On a dû réinstaller par exemple toute l'infrastructure, on a dû travailler, la ville a pris en charge par exemple des choses, mais nous on a dû aussi mettre du personnel et de la technologie. Donc ça dépend des années. Et puis il y a des années aussi où on fait des investissements immobiliers ou des investissements tout court, donc autour des 5 millions d'euros. Ouais. Des minimums garantis pour attirer les stars du plateau sportif. Oui. C'est des enveloppes que vous donnez pour les faire venir. Oui. Est-ce que tu peux nous donner des montants, nous dire qui coûte le plus cher? Par exemple, Hubert Hurkacz qui est tête de série 1. Ou Hubert Hurkacz, c'est en fonction des tours, en fonction de leur évolution de classement. Donc il y a un certain nombre de paramètres dans les contrats. Mais Hubert Hurkacz, ça peut être un joueur qui peut aller à 100 000 euros en fonction de son classement, en fonction de là où il arrive dans le tournoi. Et il débloque des bonus. C'est un joueur qui est hyper performant et moins médiatique que d'autres parce que déjà il vient d'un pays un peu moins
connu qu'il n'a pas encore eu des résultats en Grand Chelem, finale de Grand Chelem ou vainqueur de Grand Chelem. Et ça reste un joueur extrêmement attractif par son niveau de jeu, puis aussi par le fait qu'il est en capacité d'aller loin dans des Grands Chelems. Voilà. On a des joueurs qui peuvent coûter plus cher aussi, qui peuvent attirer d'autres télés. Ça peut être des joueurs asiatiques, des joueurs américains. Alors ils jouent plus aux États-Unis en ce moment puisqu'il y a le tournoi de Dallas, mais des joueurs de plus grands pays ou de pays qui font. On prend toujours l'exemple de Nishikori. Nishikori, il a tiré beaucoup de télé. Donc au final, la garantie que l'on donnait, elle était surélevée par rapport à son classement. Mais au final, on avait un gain en notoriété et en droit télé qui était supérieur. Un Grigor, ça va être quoi son minimum garantie? Grigor, par exemple, il a des bonus en fonction de ce qu'il arrive, mais il n'est pas top 10. C'est entre 50 et 100 000 euros en fonction de là il arrive aujourd'hui. Il serait top 10, il serait entre 100 et 150 facile. Humbert, ça dépend de son classement encore une fois, mais voilà, c'est un joueur qui peut avoir des bonnes garanties, ça peut monter aussi 50, 100, ça dépend. Ça dépend des tours qui passent, ça dépend du classement qu'il a à l'instant où il a signé, ça dépend des résultats de Coupe Davis, ça dépend de beaucoup de paramètres. Même principe pour Chapeau et Gasquet? Alors Shapovalov aujourd'hui il est invité, il n'a pas de garantie. Richard Gasquet, voilà, il n'a plus de garantie par rapport à son classement, donc il est rentré dans le tableau suite au forfait de Sonego. Et oui, il y a une époque où il était dans le top 15, dans le top 10, où il était en demi-finale de Grand Chelem, etc. Il avait des garanties assez importantes. Alors c'était moins importante à son époque qu'aujourd'hui, parce qu'il y a moins de visibilité, il y avait moins de visibilité et puis moins d'ouverture sur des télés. Et puis surtout, il n'y avait pas les droits de paris en ligne. Donc sur les droits de paris en ligne, le tennis c'est un sport où il y a beaucoup de paris. Donc c'est très bien contrôlé par l'ATP. Du coup, il y a une redevance qui est reversée par tous les sites de paris en ligne, tous les paris placés pendant le tournoi? Alors il y a deux façons, il y a deux montants, on va dire, qui sont touchés par les tournois. Le premier, c'est un pourcentage, donc 1% sur les mises de manière contractuelle avec les sites de paris qui sont autorisés à la fois par le tournoi via un contrat, mais également par la législation française, et donc l'Argel. Et après, il y a l'ATP qui gère ça un petit peu comme des droits télé, et sur l'international qui capte aussi une partie des paris qui est reversée à l'ensemble des tournois. Pendant le Covid, clairement, il y a eu des grosses sommes parce qu'il n'y avait que la télé et les paris qui étaient autorisés. On est arrivé à avoir des sommes en France sur 200 000 euros. Donc qui était supérieur aux droits de Paris, et à l'international à peu près pareil. Donc ça faisait pareil, pour un tournoi comme ça a pu monter à 400 000 euros de droits de betting. Bon, c'était pendant le Covid, là ça a un peu plus baissé. Par contre nous on ne fait pas de choix de joueurs en fonction des paris, et l'ATP est très vigilante avec ça. La Fédération française de tennis aussi, elle a eu un ancien directeur qui était président de l'Argel. Et donc qui était très très vigilant par rapport à ça. Et nous, on est bien conseillés par des juristes sur ce point-là. Donc c'est une nouvelle source de revenus pour les tournois depuis 3 ans, quoi. Depuis l'ouverture qui date de 2010 si mes souvenirs sont bons. Ah d'accord, ok. Voilà. C'est pas la même chose dans tous les pays. Aujourd'hui sur les droits domestiques, non. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence entre les chaînes de télé. On prend en charge nous-mêmes la production. Sur l'international, c'est différent. Les droits sont achetés à la volée, c'est-à-dire les matchs sont achetés à la volée. Donc un match de Hurkacz, de Dimitrov, de Humbert, de Khachanov, de Musetti, etc. sont achetés au match. C'est quoi la fourchette? Et ça peut être 5 000 euros le match, 10 000, 20 000, ça dépend des chaînes de télé. Et après, il y a l'ATP Média qui gère en effet un certain nombre de droits et qui le reverse au tournoi, sur l'ensemble des tournois. Donc à l'international, c'est l'ATP Média qui le gère. Au niveau national, c'est nous qui le gérons. Donc c'est moi qui le travaille d'ailleurs en direct. Et donc en fait c'est un revenu indirect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on est sur beIN Sport et sur l'équipe live. Et donc on essaie de cumuler le plus d'audience possible avec la meilleure qualité possible. Et donc on travaille bien depuis très longtemps avec les équipes de Fred Viard sur beIN, et on travaille très très bien aussi avec les équipes de l'équipe. Et en cumulant ces deux visibilités, une visibilité gratuite et une visibilité chaîne payante, mais également en ayant la qualité de commentaires et j'allais dire de promotion du tournoi, on arrive à intéresser nos sponsors. Donc on a des sponsors qui ne seraient pas venus s'il n'y avait pas ces chaînes de télé. Donc c'est de l'économie indirecte. Donc clairement on est autour de 450 000 euros, tu vois, c'est presque autant que le betting de droits télé. Et donc on va être autour de entre 800 et 1 million d'euros en fonction des années de droits télé sur 5 millions. C'est pas le combien, c'est la qualité. Alors on fait attention à ne pas avoir trop de partenaires pour avoir des exclusivités. Je pense qu'économiquement, plus on a de partenaires en volume et moins on a d'exclusivité ou de qualité de partenariat.
Nous, sur l'Open 13 Provence, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des partenaires qui sont très fidèles, qui ont pu faire évoluer leur partenariat. Donc nos collectivités territoriales, comme le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, ou BNP Paribas, la Sodexo, Veolia, Eiffage, et également la métropole et la ville de Marseille. Donc sont là un peu depuis le début. Puis après, il y a des nouveaux sponsors, comme Lexus, comme Lavazza, qui sont présents dans le tennis, les deux, qui viennent d'arriver cette année et qui sont arrivés par réputation en fait. Lexus est un partenariat global qui était déjà présent ici, juste en face de nous, au stade Vélodrome, puisqu'ils sont partenaires via Toyota de l'Olympique de Marseille. Donc ils sont assez actifs ici au niveau régional. Et donc Lavazza qui est très très actif, qui est partenaire de Roland Garros, qui est partenaire des Finals, et donc qui est un nouveau partenaire aussi ici. Il y a du bon café et des belles bagnoles. Exactement. Sur l'année, on est 7-8 maximum. Sur le tournoi, on est 450. Alors, moi j'ai fait 32 ans mais j'en ai pas mal de galères. Blessure d'Arnaud Butch avec une fermeture de porte d'une personne que je connais très très bien, qui se reconnaîtra dans la caméra, je ne veux pas dire son nom. Mais son nom de famille, c'est le nom d'une voiture célèbre en Italie. Arnaud était joueur. Et Arnaud était joueur et c'était une portière de voiture coulissante et Arnaud avait laissé la main, la jeune fille n'a pas fait gaffe et la main a pris, il n'a pas pu jouer pendant quelques temps. Forfait, mais ça a été compliqué pour lui. Et, la jeune fille maintenant qui est maman, etc., c'était pas facile pour elle. Moi j'ai fait quelque chose de pas mal sur une finale, Marin Cilic, qui était en finale, qui perd en finale et qui devait aller jouer à Acapulco. Et il perd à 17h, il avait l'avion à 18h pour jouer le mardi, donc il finissait le dimanche. Et donc il y avait un match au Vélodrome juste en face. Donc on a quand même quelques réseaux ici, et par quelques amis, etc. On a fait jouer la police, on a fait ouvrir l'autoroute avec des motos. Et le chauffeur a pris une énorme amende, mais il a fait Marseille-Marignane en 27 minutes, donc il a fait un taxi 5. Et Marine est arrivée à l'heure. Il s'en rappelle toujours d'ailleurs. Combien l'amende ? Et l'amende, on l'a payé pour le chauffeur, mais le chauffeur, il a fait 27 minutes pour faire là, donc il a dû faire du. Voilà, il faut surtout pas le faire, mais voilà, ça a pu arriver. Après, il n'y a jamais eu de gros accidents, ça s'est toujours bien passé. Il y a une belle ambiance et les joueurs, ça se passe très bien avec les chauffeurs. Il y a des jeunes, des moins jeunes, ils adorent faire ça. Il y a une super ambiance. Cette année, c'est une année qui fonctionne très très bien au niveau affluence, billetterie, partenariat. Pas mal d'améliorations grâce au Palais des Sports et aux équipes du Palais des Sports, qui malgré la vétusté du Palais des Sports ont fait beaucoup d'efforts depuis plusieurs années. Donc je dirais les équipes du Palais des Sports, les nouvelles équipes du Palais des Sports qui ont fait du bien, qui ont un peu lifté ça. Après, la nouveauté, c'est que c'est la dernière année des arbitres de ligne, puisque l'année prochaine, il y aura un arbitrage électronique pour tous les tournois ATP. Alors les arbitres, aujourd'hui, c'est pris en charge par la Fédération française de tennis, les arbitres de ligne. C'est autour de 30 000 €. Qu'il y a de frais, on va dire, sur les arbitres de ligne, en tout compté, hein, l'hôtellerie, la restauration, etc. Et donc on va être sur des sommes qui vont être négociées par l'ATP pour avoir l'arbitrage électronique dès l'année prochaine, puisque ça a été voté par l'ATP pour 2025. Donc c'est la dernière année des arbitres de ligne. Moi je le regrette un peu par rapport à la vie des tournois et aussi à l'apprentissage et à la qualité de l'arbitrage français. On peut le voir aujourd'hui avec Aurélie, avec historiquement Pascal Maria, etc. Et puis bien d'autres. Mais bon, voilà, ça fait un peu de peine, mais bon, il y a la technologie qui évolue. Donc beaucoup de tests ici. Tournoi qui a beaucoup été utilisé pour tester des choses. On a été des premiers à avoir le Hawkeye ou le Fox 10. Donc aujourd'hui, on travaille avec Fox 10. Et là, on fait beaucoup de travail sur les datas, et notamment les datas qui sont en lien avec les paris en ligne. Fox 10 vous coûte combien ? Fox 10, c'est négocié, mais c'est autour de 25-30 000 € un cours. Waouh. Voilà. Et ça veut dire que les arbitres vont perdre leur job au fur et à mesure ? Les arbitres de ligne et pas les arbitres de chaise. D'accord. Mais les arbitres de ligne sur le circuit ATP, oui, à partir de 2025. Les arbitres de ligne sur le circuit sont tous bénévoles, non ? Non. Ah ouais, certains sont payés ? Enfin, ouais. La plupart. Ouais. Nous, on ne fait pas de bénévolat. Nous, on fait pas de bénévolat à l'Open 13 depuis toujours. Parce que d'abord c'est une économie et qu'aujourd'hui c'est normal que des personnes qui travaillent soient rémunérées. Donc c'est une volonté qui a été le cas de Jean-François Cojol, de mon père Pierre Maltès qui travaille sur les ressources humaines et moi-même. Et donc toutes les personnes qui travaillent, voilà, les chauffeurs, les placeurs, etc. sont rémunérés. Alors c'est très fluctuant. D'abord ça dépend de la date, donc de la qualité de la date. C'est vrai qu'une date qui est trop proche ou très proche d'un grand chelem, c'est compliqué.
une date où il y a des difficultés, où il y a une grosse exhibition en face, la Lever Cup par exemple, ça peut être un peu embêtant. Là aujourd'hui il y a une exhibition pendant l'Open 13, l'UTS à Oslo, il y a pas mal de joueurs qui le font comme Gaël Monfils, Ruud, Rune, je ne sais pas s'il va y aller, là il est blessé. Enfin il a fait forfait mais bon il y en a quelques-uns qui vont, donc il peut y avoir des exhibitions. Ça dépend vraiment, mais il y a des dates qui se sont vendues 10 millions d'euros, il n'y a pas longtemps. Donc je dirais entre 5 et 10, c'est très fluctuant. Après, ça dépend qui la rachète aussi. Ça, c'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce. Pour Ça a une valeur. La date du tournoi de tennis a une vraie valeur. Et ça s'amortit comme l'achat d'un appart sur des dizaines d'années. Ça peut s'amortir. Après, la valeur, il ne faut pas confondre la valeur de la date et la valeur de l'organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme quand tu rachètes un club de football, tu rachètes une marque, donc tu ne rachètes pas une date, mais tu rachètes aussi une clientèle, une fanbase, etc. Donc là, par exemple, sur l'Open 13, clairement, 32 ans, avec une grosse fidélité de partenariat, une marque assez attirante, ça aura plus de valeur qu'un tournoi qui a 3-4 ans ou qui reste dans une ville plus petite, avec une base de clientèle et une sécurité de revenus moindre. Donc là, c'est vrai qu'on appelle ça du réassurance. Donc c'est une assurance pour l'acheteur d'avoir un fonds de commerce qui va se tourner parce qu'il aura de l'appel entrant, moi ce que j'appelle de la réputation. Donc on est sur un modèle économique qui est un modèle économique réputationnel et donc qui permet à l'acheteur d'être assez sûr de lui quand il va acheter. Mais aujourd'hui, un Master 1000, ça peut valoir 250 millions d'euros. Il y en a un qui s'est vendu à peu près cette somme-là. Ouais. 250 millions Qui a acheté ça? IMG. Ah ouais. Ça peut valoir autour de ces eaux-là. Après, c'est fluctuant. Il y a des éléments à l'intérieur qui sont des éléments de contrat, les durées de contrat, les investissements qu'il peut y avoir, les accords qu'il peut y avoir par rapport à la salle, ou l'aréna, ou les installations. Donc il y a très peu de tournois qui sont propriétaires de leur propre aréna ou de leur propre salle. Même les grands chelems, en fait, finalement, l'Open d'Australie n'est propriétaire de pas grand-chose, contrairement à Roland-Garros, qui possède ses murs, et même si ça reste un bail de la ville. Mais Wimbledon, par exemple, est propriétaire, il a une valeur folle. Mais Indian Wells est propriétaire de ce qu'il fait. C'est pas le cas de Madrid, c'est pas le cas de Shanghai aussi, par exemple, où c'est une société qui a l'aréna. Wimbledon a racheté le champ de patates en face, oui. Là, tu sais. À Roehampton? Non. Oui. Non, à côté du à stade. Côté, là où il y avait les Là où les gens font la queue. Oui, c'est là, ouais. Mais c'était un golf, ouais. Mais ça a pris de la valeur parce qu'au final, ça leur appartient, ils l'exploitent bien et ça a pris de la valeur. Après, ils l'exploitent pas à l'année, Wimbledon. Roland Garros est exploité à l'année. C'est pas un gros revenu, mais il est exploité à l'année. Si Madrid coûte 250 millions, un grand chelem coûterait combien? Invendable. Ouais. Il n'y a pas de prix, mais je pense que des pays assez intéressés par le tennis en ce moment seraient prêts à mettre des milliards d'euros. Ouais. Vous avez des propositions de rachat régulièrement? Nous, on a eu des propositions de rachat. Ouais. Il y a eu des propositions de rachat depuis, avec Covid, après le Covid, etc. Ça dépend du propriétaire et de ce qu'il veut en faire. Mais oui, il y a des propositions de rachat chaque année dans beaucoup de tournois avec les évolutions. Et puis aussi l'âge des propriétaires ou la volonté des propriétaires de faire évoluer leur patrimoine, parce que ça fait partie de leur patrimoine. Alors tu nous disais juste avant que ton papa avait fait partie de l'équipe et en fait toujours partie. Ouais. Toi tu es arrivé même avant lui. Est-ce que tu peux nous redire à l'époque l'Open 13 ce que c'était? Parce que c'était pas un tournoi de tennis. Alors en fait l'ancêtre de l'Open 13 c'était un tournoi exhibition qui s'appelait le trophée Alcatel, pour ceux qui se souviennent de cette marque Alcatel. En quelle année? Alors c'était avant 1993, dans les années 90. Il y a eu plusieurs années dans les années 90, donc c'était en outdoor au parc Borelli, dans un parc qui n'est pas loin d'ici, qui est aussi connu pour un événement de pétanque. Et donc il y avait des grands joueurs qui sont venus. André Agassi a joué, à l'époque c'est l'époque de Noah, de Forger, etc. qui ont joué à cette époque-là, et c'était l'ancêtre. Et en fait l'ancêtre de l'Open 13 c'était le tournoi de Bruxelles. Et donc le tournoi a été racheté à l'époque par IMG McCormack. Je crois que tu avais fait une bonne interview avec Régis Brunet. Et donc c'est Régis en fait qui est le parrain d'une des filles de Jean-François Cojol et qui était l'agent historique de Federer par exemple, mais aussi de Guy Forger et de pas mal d'autres joueurs, et qui a fait le deal avec Jean-François à l'époque et Patrick Proisy. Voilà, Régis était agent de joueur. Et c'était Patrick Proisy qui était directeur d'IMG.
Donc c'était pas Régis qui a fait le deal, après c'est Régis qui a été directeur, donc c'était Patrick. Et donc au départ c'était Patrick Proisy et donc, qui était directeur général d'IMG, avec Jean-François Cojol qui était directeur de l'Open 13 jusqu'en 1999, où en 1999 la famille de Jean-François, son frère et sa famille, ses enfants, etc. ont racheté la date donc à IMG, parce que tu n'avais pas le droit d'avoir un certain nombre de dates pour limiter le monopole, on va dire. D'accord. Et donc IMG a racheté des dates comme le tournoi de Miami. Voilà, donc on vendu la date en 1999. Donc j'allais dire l'Open 13 local et pas nord-américain. Voilà. À cette époque-là, en 1993, pour la petite histoire, IMG devait racheter l'Olympique de Marseille. Ça s'est pas fait sur un coût vraiment hallucinant. Et ils ont racheté le Racing Club de Strasbourg. Mais au départ, ça devait être le propriétaire de l'Olympique de Marseille. Je me rappelle toujours parce que Jean-François Cojol, il était ciblé pour travailler à l'Olympique de Marseille, ce qu'il n'a jamais voulu faire. Il est toujours resté dans le tennis. Ouais. Et moi, écoute, j'étais ramasseur de balles. Donc moi, j'ai 45 ans maintenant. Donc j'avais une 13-14 ans. Donc j'étais ramasseur de balles quelques temps. J'étais un vieux ramasseur de balles. Après, j'étais responsable des ramasseurs de balles. 27 ans, oui. Voilà. Et donc, ouais. Faut faire autre chose. Après, j'ai fait d'autres choses, mais en fait, j'ai connu Jean-François Cojol quand il était entraîneur. Moi, je jouais un petit peu au tennis quand j'étais petit. Ouais. Et donc, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours travaillé un peu dans la technologie. Moi, ça m'intéressait, tout ce qui est technique, technologie. Donc, j'ai vu évoluer les sites internet, ton boulot, par exemple. J'ai vu évoluer la prod télé. Je crois qu'on a été le premier tournoi à faire une chaîne OTT, puisqu'on a fait un Open 13 TV sur France Télécom Câble, avec des commentateurs qui étaient des profs de tennis de club. On s'est vraiment éclaté. Et donc, on se marre bien sur l'Open 13. Ouais. Mais quand c'était exhibition? Non, quand c'était ATP. Quand c'était ATP. Ouais. Quand c'était ATP, on a évolué. Des montants pour faire venir Agassi à l'époque en francs? Ouais, c'était pas comparable. Agassi, on n'a jamais réussi parce qu'il jouait aux États-Unis. Je croyais que tu avais dit tout à l'heure qu'Agassi. Mais Agassi a joué l'exhibition, mais c'était un deal que faisait IMG, global, je pense. Et comme Agassi et IMG étaient liés. Bon, voilà. Mais non, Andy Roddick, on l'a fait jouer pas à Marseille, mais à Nice. C'était des sommes importantes, en euros à l'époque. Il était peut-être pas premier mondial, mais il venait à 200-300 000 euros à l'époque, donc à l'époque de Roddick. Et sur les droits télé, vous y retrouviez Sur les droits télé, non. Sur les sponsors, à l'époque, Roddick était chez Lacoste, si je te souviens bien. Non, mais il n'a pas joué, en plus il était blessé. Les Américains, il y en a très très peu qui ont joué. En France, au Grand Prix de tennis de Lyon, Moreton a fait jouer Pete Sampras. Pete Sampras a joué à l'époque au Grand Prix de tennis de Lyon. Il y a des super joueurs qui ont joué. Pete par exemple, et Pete n'est jamais venu ici. Il y a eu des très gros joueurs qui sont venus. Il y a eu 11 premiers mondiaux qui ont joué ici. Lendl, Becker a gagné le tournoi, Caffel a gagné le tournoi, a été premier mondial. Il y a eu des gros vainqueurs, Andy Murray, mais Nadal, Djokovic, Federer ont joué. Pour la petite histoire, Federer a signé quand il était encore junior ici sur 5 ans. Et il a signé un contrat longue durée avec Jean-François Cojol et à l'époque avec Régis Brunet, et au détriment de Sébastien Grosjean. Qui était très bon joueur, mais qui n'a pas eu de wildcard au détriment de Roger. Et JF a misé sur Roger et Seb a dû faire les qualifs. À l'époque, c'était Seb et Arnaud. C'était Arnaud qui avait été un peu plus loin à l'Open d'Australie à cette époque-là, avant un petit peu, et donc un coup chacun. Il y avait eu un petit voilà, bon. Mais il est arrivé, et pour la petite histoire, il a fait le tirage au sort, je me rappelle, parce qu'on était assez potes tous les deux, là, Roger, quand il était là. Et il s'est tiré Carlos Moya. Et ça fait quoi? Et il a gagné, en 3-7. Donc Et il a fait, son premier tournoi qu'il a gagné, c'est un tournoi qu'il a gagné en finale contre le directeur du tournoi de Metz, donc, à Milan. Contre Julien en fait, et donc le premier grosse perf qu'il a fait, c'est ici. Il a battu Carlos Moya. Après il a perdu en demi, je crois, et il a perdu en finale après contre Marc Rosset en 2001, et il a fini par gagner le tournoi en 2003 ici, et il avait dit qu'il reviendrait le gagner, et il l'a gagné. Donc des gros, oui, il y a Murray qui l'a gagné, Roger qui l'a gagné, il y a Nadal qui a perdu contre Arnaud Clément en demi-finale sur un match bouillant. Avec une abeille qui rentre dans le maillot. Exactement, avec une guêpe. Mais il y a eu des très très beaux vainqueurs, des très beaux joueurs. Murray aujourd'hui, il est vieillissant, donc... il attire beaucoup. Il attire quand même. Il attire beaucoup, et puis son palmarès...
Et voilà, ça reste un joueur, ça reste une légende du tennis. Il a joué à cette période-là, il a été un joueur incroyable. Il a gagné le tournoi ici. Et aussi, c'est un Anglais. Donc un pays de tennis, un pays qui a un grand chelem. Donc oui, il intéresse. Et clairement, il va jouer en prime time, mardi soir normalement. C'est bon ça. Donc il va attirer du monde. Ouais. Il intéresse beaucoup de monde. C'est beau ça. Merci Lio. De La rien. Bible Allez, et la bise à Roger. Merci beaucoup. Bonne édition. allez.